Bonjour, alors moi je suis vraiment ravie d'être là et je vous remercie beaucoup de m'accueillir. C'est pas rien pour moi, enfin, d'être toute seule face à 900 psys. C'est un peu comme une sorte de thérapie de groupe à l'envers, quoi. Donc, c'est énorme, quoi. Sérieusement, c'est pas si souvent que une tribune s'ouvre, et spécialement vis-à-vis de personnes comme vous, pour parler de politique et d'économie, qui effectivement sont mes sujets de prédilection. Mais vos antres, vos divans, vos fauteuils, je pense, sont probablement très prisés par les cassés d'un système dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et mon fantasme de toute puissance, c'est que ça puisse vous aider dans votre compréhension des personnes qui viennent s'allonger devant vous. Ça, c'est un énorme, j'ai bien conscience. Alors d'abord, il faut que je me couche un peu sur le divan pour vous dire d'où je viens. Donc moi, j'appartiens à la première génération élevée non seulement par des parents et l'école, et c'est important de le dire, mais aussi par les marques et la télévision. À 5 ans, j'ai fumé mes premières cigarettes en chocolat. À 6 ans, j'ai reçu ma première paire de Nike. À 8 ans, j'ai adhéré au club Mickey. Et à 9 ans, j'ai eu mon premier t-shirt Gap. Autour de moi, il y avait toujours les mêmes mots, Enjoy, Coca-Cola, parce que tu le vaux bien, L'Oréal. Et j'aurais une capacité. Alors voilà, ce que ça disait, c'était que j'aurais une capacité de choix illimitée, le monde à mes pieds, des cerises en hiver, que je pouvais profiter, jouir, en toute liberté, sans vraiment trop me poser la question des conséquences, ou même me poser de n'importe quelle question d'ailleurs. Enfin, il y avait quand même une petite condition. Et ça, c'était Nike. Just do it. Il fallait être performante, il fallait travailler, se conformer au code, avoir un bon job, et alors, il n'y aurait plus de limite. Bref, j'ai été biberonnée au concept de performance et à son corollaire, la gratification immédiate. L'idée qu'il n'y avait que moi qui comptait et que je pouvais tout. Et il y avait un endroit d'où tout cela venait, où c'était... ce vent de liberté venait de façon assez fascinante, c'était l'Amérique. Alors, on me disait tout le temps, j'avais une chance historique, c'était fantastique. Et en fait, avec recul, je me suis dit que j'étais cuite. Parce que ce discours ambiant, il a super bien fonctionné sur moi. Alors, j'ai été une bonne petite, c'est vrai, un très bon élément de cette culture de société-là. J'ai fait du sport à haut niveau, j'ai fait HEC, j'ai monté ma entreprise à 24 ans à New York. Pendant la première bulle Internet. J'avais donc 24 ans, une équipe, des clients, des investisseurs, les journaux m'appelaient pour me demander mon avis sur le futur du truc. C'était le rêve. En fait, j'en bavais comme pas deux. J'habitais dans un appartement absolument miteux, dont mes seuls colocataires étaient des cafards. Je travaillais 16 heures par jour, mais j'étais au cœur de l'action, le moteur de l'économie capitaliste. C'était génial. Imaginant avec mes copains de l'Internet prendre les rênes de ce monde qui se créait et dans lequel nous avions tous les droits. Les médias se délectaient et rajoutaient quand même pas mal sur de nos histoires d'innovation de rupture, notre courage. Le monde était à nous, j'étais en plein film, celui de l'American Way of Life, triomphant, le progrès en marche. Et puis tout cela, pour moi, s'est arrêté, comment dire, assez brutalement. C'était un matin, mardi, 8h47. Sur le toit de l'immeuble de mon bureau, de la 26e rue, lorsque j'ai vu un avion s'empaler sur une tour. Oh, j'ai retardé l'impact. C'est Spielberg qui filme une espèce de Godzilla 2. C'est juste un avion de tourisme, c'est rien. Il y a des gens qui font coucou au-dessus des flammes. Et puis, j'en ai franchement la chair de poule. J'ai vu les buildings tomber. C'était un feu d'artifice, forcément. Et puis, j'ai plus rien compris. Par contre, j'ai ressenti. J'ai vu, j'ai senti. J'ai avalé. J'ai vu une roue d'avion en plein Broadway. J'ai vu des affichettes partout, avec des gens qui n'étaient plus là. Les larmes, les bougies, tout ça. J'ai senti l'odeur mêlée de kérosène et de chair pulvérisée.
J'ai respiré l'air, chargé de métal et d'os. J'ai hésité à boire l'eau du robinet. J'ai entendu mon voisin hurler à la mort la nuit. J'ai vu ma ville, que j'adorais, la capitale mondiale du capitalisme, de la finance, de la publicité, à terre. J'ai entreaperçu cette culture-là à terre. J'étais à terre. Et ce fut pour moi un moment de sidération, de peur, du bout du monde, qui me disait que je n'étais plus du tout dans le film, mais éjectée dans le décor, hors champ. Le 11 septembre m'a arrachée de ma petite et bonne petite trajectoire de bonne petite capitaliste, celle qui me disait que j'allais infiniment progresser, grandir, avoir tout ou plus. Car le 11 septembre m'a donné à voir précisément que je n'étais que les rouages d'un système qui avait besoin de ma vanité et de ma vacuité pour survivre, lui. Il m'a donné à voir les limites d'un système qu'on disait à l'époque et qu'on continue à dire sans limite, mais en fait plein de limites, et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Et il m'a rempli de quelque chose que je remercie de m'avoir donné, le désir de comprendre ce qui était arrivé. Parce que le 11 septembre, pour moi, il a ouvert, si vous voulez, la boîte à questions. Et c'est vrai que j'aimerais bien être Sandra, parfois. Mais j'ai plein de questions, j'en ai trop. Et je m'y perds parfois. Donc, pourquoi on avait reçu les bombes? Pourquoi j'avais eu honte? Qui était obscène ou qui est obscène? Qui était extrémiste ou qui est extrémiste? Qu'est-ce qui nous avait envoyé... qu'est-ce que nous avions envoyé au monde et qui nous revenait comme un boomerang? Comment vivre, non en allant faire du shopping, comme l'avait demandé Bush le 14 septembre 2001, dans sa première allocution télévisée et après le 11 septembre, mais comment vivre avec ça? Donc le 11 septembre m'a mis sur le chemin de l'écriture via les questions. Donc depuis, je m'interroge, et c'est vrai que tout mon travail, c'est ça. C'est peut-être bête, mais voilà, c'est ça. Je m'interroge sur ce culte de la performance et de la gratification immédiate. C'est Enjoy, Just Do It, Coca-Cola, etc., que j'avais gobé, moi, tout cru, qui avait tellement bien marché sur moi. Je me demande d'où cela vient, pourquoi on le croit, pourquoi on le croit toujours en dépit de toute évidence. Qu'est-ce qui nous arrange là et qu'est-ce qui gouverne au fond? Alors l'évidence, je ne vais pas vous faire un tableau, vous le voyez tous les jours dans vos cabinets, c'est que le capitalisme a envahi toutes les sphères de nos vies professionnelles, sociales, intimes, relationnelles, et que ça ne nous a pas fait que du bien. On rentabilise tout, nos investissements, nos achats, notre temps, nos relations, tout est réseau, à faire fructifier tout le temps. Nous avons intériorisé l'idée que notre place dans la société dépend de notre capacité à faire fonctionner ce système. Les Just Do It, Enjoy, parce que je le vends bien, inventés c'est important, entre 1973 et 1983, c'est-à-dire en même temps que les grandes lois de dérégulation financière, le martèle en permanence. La liberté, c'est consommer. Le droit à revendiquer, c'est le prix toujours plus bas. L'objectif, c'est la croissance. La modalité, c'est la performance. Ce qu'il faut en tant que citoyen, c'est de contribuer à l'appareil productif. C'est faire croître le PIB. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'aujourd'hui se mesure la richesse, la puissance des nations. Peu importe que cet indicateur, je pourrais faire des tonnes là-dessus, mais peu importe que cet indicateur dans sa composition même valorise autant destruction ou richesse créée, c'est de la production. Peu importe qu'il ne prenne absolument pas en compte la façon dont les gens vivent, c'est le chiffre à faire croître, coûte que coûte. C'est, si vous voulez, l'effort de guerre. Et malheur à celles et ceux qui n'y parviennent pas, aucune excuse. Et c'est ça qui est important, parce que, dit la théorie économique, la croissance est sans limite. Alors à la guerre comme à la guerre, la fin justifie les moyens. Vous me voyez venir, pas de limite à la croissance, donc pas de limite à la nature ni à ses ressources. Pas de limite à l'ingéniosité humaine qui, couplée au miracle de la technologie, nous rendra toujours plus efficaces, ultra connectés, sachants. Pas de limite au marché qui saura toujours ajuster l'offre et la demande et dégoter points de productivité et nouveaux clients.
Pas de limite au progrès qui nous libérera de tout, trouvera une solution à tout. Pas de limite. Tout ce que le système demande, c'est de participer, de contribuer. Même le politique se retrouve cantonné à un rôle de service après-vente. Il entérine la doxa, vise l'optimisation et l'efficacité en tout. J'ai 2 preuves, bon, vous les voyez. Hein. C'est il faut une démocratie conforme au marché d'Angela Merkel. C'est juste une citation, c'est vrai, quoi. Et c'est depuis 2010... Et avant, dans d'autres hémisphères, les vagues d'austérité imposées par le FMI ou Bruxelles. Au nom du PIB et de sa croissance, il faut se serrer la ceinture. Pas de problème, pour un temps encore, en tout cas ici, l'État-providence gérera plaintes et déchets. Vous le savez, comme personne, nous y laissons notre âme, nous y laissons nos emplois et nous y laissons notre environnement. Donc le mythe de la croissance infinie, pour moi, c'est la guerre. Et elle est en nous. Parce que pour sauver notre poste ou notre peau, nous avons éjecté tout ce qui pourrait nous ralentir. Tout ce qui nous rend finalement humains. L'autre, le différent, la spiritualité et le temps. Nous avons totalement arrêté de faire le lien entre les événements et le lien entre nous. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes dans la course, il faut rester dans la course. Et comme par hasard, cette course, vous l'avez remarqué, va de plus en plus vite. Alors nous sommes devenus des monstres d'efficacité, des formidables capacités de transaction. Nous sommes aussi des demi-citoyens manipulables à l'envi. Car pris dans ce tourbillon de messages, d'informations, d'images, nous cherchons l'acceptation. Et comme on a compris qu'elle dépendait précisément de notre capacité à se conformer au système, eh bien nous nous conformons. Alors nous nous ressemblons tous. Nous avons tous les mêmes vêtements, nous avons tous les mêmes loisirs, nous avons tous les mêmes vêtements, nous avons tous les mêmes idées. Nous nous sommes lissés pour nous fondre dans ce décor, criard d'injonctions permanentes que quand même on comprend de moins en moins, quoi. Le enjoy, just do it. Nous évoluons hors sol, arrachés, à force d'exécuter le code. Mon impression, c'est que nous nous exécutons tout court. Au niveau collectif, les répercussions sont terribles. Le culte de la croissance et de la performance, et avec elle, vous l'avez compris, la gratification immédiate qui n'est qu'une récompense ou une consolation, nous dresse les uns contre les autres. Vieux contre jeunes, salariés contre fonctionnaires, français contre européens, etc. Vous pouvez à l'envi. L'autre est un concurrent, le doute un ralentissement, la pensée une perte de temps. Tout est commodité, marchandise, bataille. C'est un climat de défiance et de peur qui ne peut que proliférer. Et la peur, c'est celle de perdre, c'est celle de s'effondrer, précisément dans un monde qui compte tout, de ne pas compter. Alors vite, un petit post sur Facebook. Paradoxalement, la grande victoire des Enjoy et autres Just Do It, c'est de nous avoir totalement anesthésiés. Et aujourd'hui, on n'est plus seulement dans la banalité du mal, ou de Hannah Arendt, mais dans celle ultra-moderne du renoncement. Nous nous réfugions dans l'apathie et le cynisme, dernière parade à une société sans projet. Nous voulons tout, mais nous ne désirons plus rien. Prochain sujet du bac. Et peut-être même qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus rien. C'est mécanique, l'écrasement du temps mène à celui de la pensée, qui mène à celui de la volonté autonome. Notre société est basée sur un projet de société qui pose en son fondement même le plus gros mensonge de l'histoire. L'absence de limite à la croissance et en son nom à la destruction du vivant, et je ne voudrais pas être alarmiste, mais à mon avis à la destruction de pas mal d'entre nous. Notre échec est inévitable. C'est le fait majeur de notre existence. Et pourtant, Nabila, on n'en parle jamais. C'est tabou. Et c'est probablement le sujet, si vous voulez l'aborder dans un dîner, qui vous fâchera avec tout le monde. Le changement climatique n'arrive pas à être considéré comme la priorité politique. Critiquer le dogme de la croissance ou les États-Unis comme modèle, c'est un dangereux signe d'appartenance aux théories du complot. Interroger notre croyance en le pouvoir de la technologie est un blasphème. Dénoncer l'emprise de l'argent sur les décisions politiques et les médias, ne vous apportera que haussement d'épaule. Dénoncer, et c'est important, la phase qui se profile, c'est-à-dire la fusion ou l'alliance entre économie
de marché et état de surveillance, celle du gouvernement des algorithmes, celle de la rentabilisation du flicage en règle des populations, vous placera, si vous dénoncez ça, vous êtes placé et pour longtemps dans la liste des terroristes. Et ma langue n'a pas fourché, des terroristes. Les limites de ce système sans limite sont sous nos yeux tous les jours. Nous les voyons, nous les vivons, vous les connaissez. Nous les expérimentons parfois dans notre propre chair, dans nos familles. Chaque arbre coupé, chaque rivière polluée, chaque sous-sol foré, chaque espèce d'oiseau, de poisson, de plante. Chaque personne à la rue, chaque enfant qui ne mange plus nous efface un peu plus de la carte. Mon fils de 5 ans ferait le lien entre épuisement des ressources et chômage de masse, et obsession de la croissance. Entre la glorification de Nabila, décidément je ne l'aime pas, et ce qu'il reste de nos démocraties et de notre élan vital. Mais pourquoi notre échec si patent est-il tabou? Pourquoi n'arrivons-nous pas à renoncer à ce no limite? Là, j'adorerais discuter de ça avec vous, parce que je pense que c'est psychanalytique. Mais d'abord, le premier faisceau d'indices, c'est que, bien sûr, le système a trop d'emprise sur nous. Il nous a programmés à ne jamais douter de lui. La croissance est sans limite par principe, c'est les experts qui le disent. Donc, si jamais, dans les chiffres, dans la réalité, la croissance est limitée, c'est que c'est forcément de notre faute. Just do it, ben non. Si j'y arrive pas, c'est de ma faute. On m'a dit que je devais y arriver. Donc plutôt que de critiquer ce par principe, nous dévalorisons, nous. De ne pas être à la hauteur des attentes que, pensons-nous, le système a pour nous. Incapables de revisiter ce principe, ce qui nous a été donné pour vrai, nous retournons en nous les échecs de ce système. Nous les intériorisons, nous ne les digérons pas collectivement. Plutôt que de laisser la place à la mise en doute, on se sent coupable, on déprime, pour rester Deus ex machina, dans la place, raccord dans le décor, fidèle au poste pour ne pas déranger. Car cette remise en cause, cette rébellion, serait dangereuse non pas tant pour lui, mais pensons-nous pour nous. Renoncer à ce que ce système promettait, ce no limite, est terrorisé pour nos identités si fragiles. Parce que la culture de société à l'œuvre, je le redis, just do it parce que je le vaux bien, enjoy, pose une injonction contradictoire. Tu peux être heureux, tu as tous les droits, mais il faut exceller, être toujours au top. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous le savez, c'est pas jouable, ça ne peut pas tenir, c'est perdu d'avance. Et puis, on a souscrit à ce no limite parce que c'était confortable, comme une espèce de... Enfin là, je me lance, mais une espèce de mer magique. Parce qu'elle satisfaisait, ce système, est-ce que les promesses qui sont derrière, elle satisfaisait nos angoisses profondément. Plus besoin de penser parce que le marché, l'État, la société le ferait pour nous. Dans notre intérêt, pour notre jouissance. C'était ça le progrès, la libération. Le système du no limite a pu s'imposer car il écrasait d'un seul coup toutes nos questions existentielles. Il avait réponse à tout, il était total, il était magique. Il y avait là, par les objets, la science, le progrès. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah d'accord. Il faut que je sois performante là. Ah mais c'est dommage, j'en suis qu'à la page 14, j'en ai 22. Bon. S'il vous plaît, une solution. Bon bref. Non mais c'était important ça quand même. Bon, il y avait là, par les objets, la science, le progrès, une idée, vous m'avez vu arriver, de fantasme de puissance sous-jacente, de toute puissance sous-jacente. Bon, ça, je vais passer. Donc, nous avons vendu, et nous vendons tous les jours, notre liberté, et notamment notre liberté de penser par nous-mêmes, notre volonté autonome contre du confort, de la rassurance. Nous sommes vendus à l'idée qu'il y aura toujours une solution exogène. Et que s'il n'y en a pas, c'est que c'est la mort, la fin, la limite impensable et impensée, justement. Je passe. Donc, comprendre pourquoi on a choisi le déni, l'apathie, est un formidable sujet. Il est presque aussi vieux que le monde, en tout cas, je le dis à chaque fois, mais voilà, relisez Étienne de la Boétie, 1574. Nous sommes en pleine servitude volontaire 2.0. Mais je pense qu'il y a pourtant pire que ce tableau déjà noir,
d'une majorité qui, faute d'imaginer qu'il y a une vie en dehors de ce système, s'y accroche en dépit des évidences. Et ce qui est pire, c'est la déconsidération, voire la diabolisation systématique de tous ceux et de toutes celles qui dénoncent ces aberrations. Je ne parle pas des clowns de service qui font de la contestation du système une rente. Et c'est quelque chose qui me menace. Je veux parler ici de ce que j'appellerais la vraie puissance qui émerge un peu, mais que nous ne voyons pas. Je vais vous l'incarner avec 3 personnes. Pour signifier que cette absurdité d'un système sans limite ne peut être dénoncée que par des personnes qui sont sans limite, qui sont sorties du système, parce que justement, elles en maîtrisaient parfaitement les arcanes. Je parle des hackers sociaux, politiques. Je parle des sonneurs d'alerte, effectivement. Ce qu'on appelle les marginaux, tu parles. À mon avis, ils sont puissants parce qu'ils ont renoncé à l'idée d'avoir quelque chose à perdre. Winnicott, te voilà. Ils ont choisi de tout perdre, ils n'ont pas peur de s'effondrer, car ils se sont déjà effondrés, et parce qu'ils savent qu'on est en train de s'effondrer. Alors la personne la plus emblématique aujourd'hui, c'est Edward Snowden. C'est un ancien employé de la NSA, d'un sous-traitant de la NSA. Il a révélé au monde l'ampleur des outils de surveillance et des pratiques de surveillance déployés par la NSA sur les pays, les alliés et sa propre population. Il a organisé sa propre exfiltration du système, de la vraie vie, et il fuite des preuves de façon extrêmement méthodique, s'inspirant notamment des erreurs d'un précédent hacker et / sonneur d'alerte, Julian Assange. Il est considéré comme traître par sa population. Enfin, sa population considère aussi qu'à 80% la torture est une chose utile. Donc, il vit caché en Russie, paraît-il, mais il était prêt, il ne se plaint pas, il connaissait parfaitement le prix à payer. Son gouvernement et les médias de masse ont fouillé sa vie privée et raconté qu'il avait vendu ses informations. Face à l'hystérie déclenchée, il tient, il est calme, il est imprenable, il est impeccable. Il marche dans les pas d'un autre hacker de génie qui s'appelle Aaron Swartz et que, à mon avis, on est beaucoup moins nombreux à connaître. C'est de lui que tout est parti. Je n'ai pas le temps de raconter, vous me poserez la question si ça vous intéresse. C'est garçon qui était vraiment quelqu'un d'absolument génial. À 14 ans, il avait déjà créé des technologies que vous utilisez tous les jours et dont vous ne vous rendez pas compte. Il s'est suicidé il y a 2 ans, à 26 ans. Parce que le gouvernement américain le poursuivait et le menaçait de 35 ans de prison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait volé des cartes bleues, il avait détourné un avion. Non. Il avait téléchargé sur le serveur du MIT, qui était juste sa fac, dans laquelle la tradition du hacking est un point de passage obligé. Il avait juste téléchargé des articles scientifiques protégés par le droit d'auteur, parce que son point, c'était de dire que la recherche doit être partagée pour arrêter que les scientifiques refassent à chaque fois les mêmes travaux, mais capitalisent sur les travaux des uns des autres. Il n'a rien fait de cette idée, il a téléchargé les données et il a été menacé de 35 ans de prison, parce qu'accessoirement, ça faisait des années qu'il militait pour la liberté sur Internet, etc., etc. Et ce garçon-là, Aaron Swartz, que je maltraite en parlant comme ça, mais c'est la vie, a inspiré quelqu'un d'autre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui est un professeur de Harvard qui s'appelle Larry Lessig, qui a 53 ans, qui enseigne l'éthique à Harvard. C'est le plus grand constitutionnaliste de son pays. Il a conseillé Obama pour sa campagne de 2007. Avec Aaron Swartz, ils ont fait les Creative Commons. Ils ont tout fait ensemble. Et c'est même Aaron qui a dit à Lessig, qui était alors un très très grand professeur de droit, tu dois arrêter tout ton travail, tu dois te consacrer au sujet le plus important de toute l'histoire, sans lequel rien ne sera réglé, l'influence de l'argent sur les décisions politiques. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, dans 96% des cas, un parlementaire est élu en fonction de l'argent qui est investi dans sa campagne et non de ses idées, que donc il passe 30 à 70% de son temps à chercher de l'argent et que ça le rend extrêmement vulnérable aux attentes de ses donateurs. Larry Lessig s'est radicalisé à la mort de son ami qu'il n'a absolument pas vu venir, et à 53 ans, il est tombé de son magistère, là, un peu violemment, et il a lancé un mouvement de mobilisation citoyenne pour faire de ce sujet de la corruption le sujet principal de la prochaine campagne présidentielle. Il a aussi financé la campagne de candidats républicains et démocrates qui, une fois élus, seraient susceptibles de pousser sa réforme. Il marche sur les routes du New Hampshire, il parle de meeting en meeting, il tente de convaincre la Silicon Valley, comme Washington, qu'il connaît par cœur et pour lesquels, jusqu'à récemment, il était un intellectuel star. Il ne reçoit que sarcasme
et ricanement. Aaron Swartz est mort dans l'indifférence générale. Les révélations de Snowden n'ont mis personne dans la rue. Pourquoi ne donnons-nous pas de voix à ces gens-là? Nous résistons. D'abord, les systèmes, leurs actions nous paraissent insignifiantes, soit parce qu'elles sont mal comprises, soit parce qu'elles sont disqualifiées, l'un dans l'autre. C'est trop compliqué ce qu'ils font, les médias n'ont pas le temps, pardon, mais je pense vraiment, les médias n'ont pas le temps de traiter ce niveau d'information, donc ils passent à côté. Deuxièmement, nous-mêmes, nous résistons. Les Swartz, les Six, Snowden n'emportent pas de victoire rapide, et comme le système ne nous a habitués à ne regarder que le court terme, nous ne valorisons pas leurs actions. Troisièmement, plus grave, ils nous alertent sur nos limites profondes à nous. Mais ils ne donnent pas de solution. Et comme il n'y a pas de solution, c'est pas rentable, donc c'est pas efficace, donc je vais pas regarder. Et surtout, elles nous dérangent follement, car elles nous tendent un miroir inversé dans lequel nous nous voyons. Parce que ces personnes-là sont sorties de la gratification immédiate, de la facilité, de l'impunité. Elles sont sorties du système dans lequel nous sommes complètement immergés. Elles nous parlent de nous, elles nous signifient combien nous ne faisons rien, combien nous sommes corrompus. Elles nous disent calmement que nous nous sommes trompés. Elles veulent nous informer, nous donner à voir. Elles entendent notre application. Elles nous dérangent parce qu'elles comptent sur nous. Notre part d'humain, celle que nous avons bien enfermée pour faire bien comme tout le monde, pour être bien dans le système, bien dans les clous. Elles remettent au cœur de la table la question abyssale qu'on a complètement oubliée, celle de la dignité. Je finirai là-dessus. La dignité, c'est quelque chose de dû à l'être humain du fait qu'il est humain. Les Swartz, Lessig et Snowden agissent en âme et conscience. Deux éléments que le no limit a complètement écrasés et auxquels nous avons tous renoncé. Elles nous dérangent en somme parce qu'elles nous disent que la solution, c'est pas la techno, c'est pas un homme providentiel, c'est pas extérieur, elle est en nous. Qu'il n'y a pas de solution, et c'est vrai, il n'y en a pas. Mais que la seule solution, c'est de la chercher. Alors je ne veux pas en faire des martyrs, encore moins des héros, juste des résistants peu considérés comme tels. Peu d'entre nous, moi la première, nous n'avons pas les moyens de les imiter. Mais prendre conscience de nos limites et vouloir en faire quelque chose est peut-être la seule façon de vivre aujourd'hui dans ce monde de renoncement. D'être du côté des limites, ou plutôt à l'intérieur des limites, c'est-à-dire quelque part entre la naissance et la mort, c'est-à-dire, et vous en avez parlé à la table ronde précédente, quelque part dans la vie. Je vous remercie.